Good afternoon, everyone. We'll just Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer dans quelques secondes, le temps que tout le monde nous rejoigne. welcome everyone. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour et bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Et merci de nous rejoindre. Je m'adresse particulièrement à ceux et celles qui se sont connectés en dépit des différents fuseaux horaires dans lesquels ils se trouvent. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est très important. Nous allons vous présenter les renseignements actualisés sur la grippe, la COVID-19 et les autres menaces respiratoires. Plusieurs experts connus de l'OMS sont présents aujourd'hui pour vous présenter leur travail. Ils seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Vous connaissez déjà les réunions EpiWen. Il s'agit donc du réseau d'information de l'OMS sur les épidémies. Et ces webinaires sont l'occasion de présenter des informations sur ces maladies au plus grand nombre de participants. Nous avons Dr Maria Van Kerkhove, qui est directrice par intérim de la gestion des menaces épidémiques et pandémiques à l'OMS. Elle va vous présenter ses remarques liminaires. Ensuite, nous avons le chef de l'unité euh, des menaces respiratoires mondiales. Nous avons également Vanessa Kotza, qui est responsable technique ici à l'OMS. Nous avons Sophie von Dobschutz, qui est chef d'équipe pour le programme mondial coronavirus. Magdi Saman, qui est aussi responsable technique. Et Johanna Giga, qui est responsable technique également à l'OMS. Donc, nous aurons une séance de questions-réponses à la fin du webinaire qui sera chapeautée par Wenjing. Avant toute chose, quelques éléments d'ordre pratique. Comme à l'accoutumée, ce webinaire est enregistré. L'enregistrement vous sera transmis sur notre site dans les jours qui suivront le webinaire. L'interprétation est disponible également vers le français et l'espagnol. Si vous cliquez en bas de votre écran, vous verrez l'icône Monde, à partir de laquelle vous pouvez choisir votre langue de prédilection. Nous souhaitons entendre vos questions, vos remarques. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans la boîte de dialogue. Écrivez vos contributions, parlez-nous de vos expériences. C'est toujours très intéressant de vous entendre, mais si vous avez une question spécifique qui s'adresse à nos experts, merci de bien vouloir la réserver à la boîte de questions-réponses réservée à cet effet, plutôt qu'à la boîte de dialogue. Cela nous permettra de les identifier et d'y répondre plus rapidement. Et enfin, ce webinaire a vocation à partager les expériences et les savoirs. Donc, nous vous invitons à vous exprimer dans un esprit de constructivité, de respect. Toute intervention irrespectueuse vous vaudra d'être expulsé de webinaire. Voilà. Avant de donner la parole à Maria, j'aimerais vous soumettre un petit questionnaire Slido, slido.com /3008-301. Et dites-nous pourquoi vous participez à ce webinaire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le sujet d'aujourd'hui? En un mot ou deux, il nous sera très utile de savoir quels sont vos intérêts. Slido.com dièse 3008-321. Nous avons les premiers mots qui apparaissent à l'écran: savoir, perspective mondiale, préparation,
Une seule santé, programme de vaccination. Très bien. Euh, renseignements actualisés sur les variantes, relations cliniques, données fondées sur des preuves, de nombreuses mentions des programmes vaccinaux et des derniers renseignements sur les perspectives mondiales. Voilà. Je vais laisser le Slido actif, donc n'hésitez surtout pas à vous manifester. Mais pour ne pas perdre de temps, je vais donner dès à présent la parole au docteur Maria Van Kerkhove. Je vous en prie. Merci beaucoup, Supriya. Bonjour, bonsoir, où que vous vous trouvez. Merci beaucoup d'être parmi nous à l'occasion de cet EpiWin. Aujourd'hui, nous parlerons des derniers renseignements sur la grippe, la Covid-19 et les autres menaces respiratoires. L'objectif original était de fournir ces renseignements aux États membres, mais nous nous sommes dit qu'il était utile finalement d'ouvrir la participation au plus grand public afin de pouvoir renseigner tout le monde sur ces questions, la grippe, la Covid-19 et d'autres menaces respiratoires. Nous aurons également quelques recommandations à vous présenter. Certaines ont été publiées, d'autres mises à jour. Nous avons des outils clés également à votre disposition, des stratégies de l'OMS pour générer et mieux vous préparer à ces menaces respiratoires. J'aimerais avant toute chose vous rappeler que cette année, nous fêtons le 15e anniversaire du cadre de préparation aux épidémies de l'OMS. Je vous invite à retrouver ce cadre et je remercie tous les États membres qui nous ont aidés à y arriver. Le système mondial de préparation à la grippe est essentiel. Je remercie également les acteurs de l'industrie, des universités. Merci à toutes les parties prenantes pour le soutien que vous nous fournissez depuis les 15 dernières années pour bâtir ce cadre qui est très important. La grippe, la Covid-19 et les autres menaces respiratoires continuent de peser sur la santé mondiale de manière régulière. Ces maladies évoluent et l'épidémiologie de ces dernières exige une vigilance permanente, une coordination très forte entre les États membres et les partenaires, ainsi qu'une communication fluide. L'OMS, son secrétariat, les États membres travaille de concert avec les États membres, avec les communautés sur place pour veiller à ce que les informations soient euh, fondées sur des données probantes et qu'elles tombent à point nommé au moment où on en a le plus besoin. C'est la raison pour laquelle les renseignements sont nécessaires pour mener de bonnes mesures. Les mesures de prévention et de contrôle sont essentielles et sont à la base de tous nos travaux. Les mesures sociales, la vaccination, l'accès aux antiviraux, les renseignements relatifs aux pratiques de vaccination également demeurent parmi les moyens les plus efficaces de lutter contre les maladies infectieuses et de protéger les plus vulnérables. La communication est au cœur de nos activités et nous devons faire en sorte que nos renseignements soient compréhensibles et accessibles. Mais il est tout aussi important de s'assurer que les communautés aient accès aux informations probantes, fondées sur des données vérifiées. L'information, c'est la confiance. Nous savons que c'est un sujet très complexe. Il est difficile de garder la confiance des populations. Et il est très important d'encourager les comportements de protection dans les interventions de santé publique clés. Tout en maintenant ces outils de propagation des informations, l'OMS aide les participants à transmettre des informations complexes qui émanent de différentes sources et ces informations sont diffusées depuis des centres de soins de santé. Les prises de décision doivent également être éclairées sur la base de données vérifiées et nous vous remercions de participer à cette séance. Merci pour votre engagement perpétuel à la préparation des pandémies. Merci à tous les membres de mon équipe qui font un travail exemplaire ici au siège, mais aussi dans les bureaux régionaux, dans les bureaux pays. Merci à tous nos partenaires, au ministère de la Santé. Merci également aux parties prenantes dans le monde de la santé animale. Merci à l'OPS, au PNUE, à la FAO et merci à tous les partenaires de près ou de loin qui participent à ces activités. Aujourd'hui, vous écouterez donc des contributions très utiles et précieuses. Je vous propose qu'on commence sans plus attendre. Merci beaucoup, Maria, d'avoir planté le décor
Et merci à Supriya de nous avoir présentés. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre appel sur les derniers renseignements sur la grippe Covid-19 et autres menaces respiratoires. Nous avons organisé de nombreux webinaires EpiWin, mais il est exceptionnel d'utiliser cette plateforme pour s'adresser à un public sélectionné de responsables de prise de décision. Et donc, il est temps maintenant de répondre à des questions relatives à ces problématiques. Nous avons présenté les données de fond. Nous allons parler donc de la gestion des pandémies et des épidémies avec des membres des départements pertinents ici à l'OMS. Nous avons Mehdi Saman, Sophie von Dubches, Vanessa, également notre collègue qui va nous parler de ses activités. N'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de questions-réponses plutôt que dans la boîte de dialogue, et puis nous pourrons y répondre. Voilà, sans plus attendre, je vous propose que nous commencions les exposés. Très bien. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vanessa, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, bonsoir, où vous vous trouviez. Comme ma collègue l'a dit, nous allons vous présenter aujourd'hui des derniers renseignements sur la grippe, la COVID-19 et les autres menaces respiratoires, notamment les maladies à potentiel épidémique. Nous parlerons de la surveillance et de l'évaluation des risques, de la préparation pour une meilleure riposte mondiale. Ces maladies circulent dans le monde entier, présentent une menace mondiale importante et une charge de la mortalité et de la morbidité chaque année qui est très importante. La grippe cause environ 1 milliard de cas chaque année, 3 à 5 millions de cas et 650 millions de décès. Les retombées économiques de ces maladies sont également conséquentes, comme les épidémies et pandémies précédentes l'ont prouvé. Nous devons nous assurer également de lutter contre les disruptions dans les services et les chaînes d'approvisionnement mondiales peuvent être causées par ces maladies. Entrons dans le détail notamment de la grippe. La diversité des virus qui circulent tant chez l'homme que chez l'animal est énorme. Et dans certains cas, les virus peuvent passer d'une espèce à l'autre. Cela exige donc une approche complète de contrôle de la grippe saisonnière ainsi que des grippes animales qui peuvent avoir une incidence sur la santé humaine. Pendant plus de 7 décennies, la surveillance mondiale de la grippe, et notamment son système GISRS, aura été le système central et extrêmement efficace parmi tous les États membres de l'OMS. Les dernières données émanant de la surveillance de la grippe prouvent que cette surveillance a changé depuis 2020. Nous avons des données qui ont été partagées à l'OMS, avec l'OMS, qui prouvent une grande complexité des différents sous-types de grippe qui sont actifs dans le monde depuis 2020. Vous voyez les différents codes couleurs sur le graphique et en bleu, vous avez le pourcentage d'activité positive de la grippe et en rouge, vous avez les tests positifs de SARS-CoV-2. La grippe saisonnière depuis le début de la pandémie de Covid-19, donc à savoir entre 2020 et 2021, est revenue à ses taux habituels pré-pandémie et donc nous continuons de surveiller ces données. Pour ce qui est de la saison actuelle dans l'hémisphère nord de la grippe, vous voyez que cette dernière a subi un pic en septembre 2025 et ces chiffres ont continué
d'augmenter jusqu'à la fin de l'année. Et puis, ils ont chuté au début de l'année 2026. C'est surtout la grippe A, B et H1 et H5 qui prévalent. Pour ce qui est de la SARS-CoV-2, plusieurs pays ont également fait état de saisons de grippe plus longues qu'à l'accoutumée, avec des activités plus élevées que ce à quoi on peut s'attendre pour ces saisons-là. Donc les virus de la grippe saisonnier, notamment H3 et H2, continuent d'évoluer. Et depuis août 2025, les virus AH3 et AH1, et notamment les sous-clades K, sont particulièrement actifs. Enfin, j'aimerais vous parler des dernières détections de la grippe Yamagata qui a été détectée notamment en mars 2026. Ma collègue vient de parler de la continuité des virus de la grippe au travers des saisons. Nous devons bien vérifier et surveiller cette évolution pour veiller à contrôler ces épidémies. Je vais donc vous présenter des renseignements détaillés relatifs aux recommandations de l'OMS en matière de vaccination dans l'hémisphère nord pour la prochaine saison de grippe qui sera donc 2026-2027. Les virus de sous-clade K sont particulièrement prédominants dans la région. C'est donc les virus de la grippe A H3N2 qui prévalent dans la région dans la plupart des pays. Ces virus de sous-clade K agissent différemment des virus qui ont été utilisés pour la formulation des vaccins actuels. Et donc sur le plan antigénique, d'autres sous-clades dominent ces virus actifs. Les décisions relatives aux vaccins qui sont inclus au schéma vaccinaux doivent donc être éclairés de ce type de données. Parmi les décisions prises relativement à la grippe H1N1, il faut remarquer que les virus des gènes HA, dans la grande majorité, ont été caractérisés sur le plan génétique. Il a été défini que ces virus appartiennent au clade 5A, 2A1 et sous-clade D3.1 et D3.1.1. Ces virus ont progressé sur le plan antigénique et ont été neutralisés grâce à des souches vaccinales contre la souche SH 2026. Et ces données ressemblaient en tout point à celles qui avaient été recommandées pour la saison des grippes qui a commencé en 2026. Les données probantes qui nous viennent des études d'évolution des virus ont permis d'inclure les vaccins appartenant à ce sous-clade au schéma vaccinaux. Pour ce qui est des virus de la grippe de type B, eh bien, le clade 3A2 a été identifié en grande partie pour l'hémisphère nord. Les virus qui ont été retrouvés appartiennent à la lignée B Victoria avec des gènes HA des sous-clades C3, C3.1, C5, C5.6, C5.6.1 et C5.7. Ces sous-clades, C3, C3.1 notamment, que vous voyez à droite de l'écran, sont plus avancés sur le plan antigénique que les sous-clades précédents. Nous l'avons constaté en étudiant leurs caractéristiques antigéniques. Des vaccins ont été élaborés pour cela, mais l'efficacité des vaccins a été évaluée dans le cadre d'études et on a constaté que l'efficacité dépassait les 50%. Conformément à ces données présentées lors de la réunion relative aux vaccins, les vaccins produits en 2026-2027 pour la saison de la grippe pour l'hémisphère nord, eh bien, les vaccins recommandés par l'OMS
sont présentés dans cette diapositive. À cause de la lignée Victoria et Yamagata, eh bien, l'OMS a opté pour ces recommandations qui sont encadrées en orange. Ici, vous voyez sur ce graphique les infections humaines émanant de virus de la grippe A d'origine zoonotique, avec différents sous-types. Chaque couleur représente un sous-type et vous constatez que les détections ont eu lieu dans une grande variation des différents sous-types. Sur la droite, vous voyez un insert qui présente les 2 dernières années dans plus de détails et vous voyez que les cas sont distribués entre H7N3 et H9N2. Ceci renforce l'importance d'une surveillance régulière pour mieux identifier rapidement les différents virus qui circulent dans chaque saison. Les exemples que nous avons présentés, notamment pour ce qui est de la grippe aviaire AH5, vous constatez que différents secteurs subissent les impacts de la charge de la morbidité. Et pour cela, il est nécessaire d'adopter différentes approches pour les différents secteurs. Sur le plan agricole, par exemple, et industriel, nous avons des pertes de population, notamment dans l'industrie de la volaille, avec plus de 633 millions de bêtes perdues depuis 2005. En 2023, plus de 50 000 mammifères marins sont morts à cause de ces épidémies également. Cela soulève des préoccupations vis-à-vis des dynamiques de transmission entre espèces. Pour ce qui est des dynamiques commerciales, les conséquences sont énormes également. Et pour ce qui est de infection humaine, le taux de mortalité par cas est de 48% pour ce qui est de la grippe H5N1 chez l'homme. Ici, nous voyons une préparation coordonnée entre les différents systèmes est très clairement nécessaire. Comment atténuer les risques de ces virus à potentiel pandémique? Eh bien, nous avons réalisé des évaluations des risques. Différents types d'évaluations ont été menées. Par exemple, nous avons un outil d'évaluation de la grippe qui s'appelle l'évaluation TIPRA. Vous envoyez les résultats sur la gauche de l'écran. Il s'agit des risques relatifs de ces maladies. En même temps, l'OMS réalise des évaluations conjointes avec des experts de la FAO, de l'OMS et de l'OPS, de l'OMSA, pour ce qui est des derniers virus de la H5N1 chez l'homme et l'animal. Les risques actuels sont évalués entre faibles et modérés, faibles à modérés, pour ce qui est de la santé publique mondiale, et modéré donc pour ce qui est de l'infaction du personnel qui subit une exposition au risque dans le cadre de leur travail. Ensuite, nous avons également une évaluation pour ce qui est de la transmission homme à homme. L'OMS évalue donc les risques de transmission zoonotique également. Et au cours des 5 dernières années, en moyenne, l'OMS a publié des évaluations des risques sur le plan pandémique et zoonotique à raison de 2 et 9 documents par mois. Au cours des 2 dernières années, des évaluations des risques saisonnières et hebdomadaires ont également été publiées, notamment pour ce qui est de la SARS-CoV-2 et du virus respiratoire syncytial. Nous vous présenterons une vue d'ensemble de la situation actuelle pour ce qui est du coronavirus. Nous avons commencé par l'évaluation de la SARS-CoV-2 qui continue d'être actif dans le monde entier. L'évaluation des risques sur le plan mondial a été publiée déjà. La dernière mouture a été publiée en février. C'est une publication biannuelle qui vous présente les données collectées sur les 6 derniers mois. Pour ce qui est de la Covid-19, les risques ont été évalués. On considère
que les risques restent modérés. Toutefois, il nous manque encore des données et ce manque est criant. Pour ce qui est de la SARS-CoV-2, comme vous le savez, la maladie continue de circuler très librement. La maladie évolue sur le plan génétique, le virus évolue sur le plan génétique, et nous n'avons pas de schéma clair de cette évolution, et nous ne constatons pas de schéma saisonnier ou prévisible. Nous continuons de suivre la situation de très près. Nous constatons malheureusement un déclin des efforts de reporting pour ce qui est des cas de SARS-CoV-2 à cause d'une réduction du nombre de diagnostics, des activités également de surveillance qui sont réduites, des délais, des retards de reporting et d'un manque de données épidémiologiques fournies dans le cadre des rapports présentés, notamment avec des inégalités entre les pays à revenus faibles et intermédiaires par rapport aux pays à revenus élevés. Donc nous en appelons à toutes les régions de l'OMS à poursuivre leurs efforts en la matière. Nous constatons également que le séquençage a été réduit, il y a une désaccélération de ces efforts. Les renseignements relatifs aux séquences ne sont plus téléversés avec la même régularité qu'auparavant. Et cela, bien sûr, a des conséquences négatives sur notre évaluation des risques. En 2026, c'était le début de nos activités, mais nous constatons que les niveaux mondiaux sont relativement faibles pour ce qui est des activités relatives à la SARS-CoV-2. La plupart des pays font état d'une tendance à la baisse pour ce qui est des tests positifs. Toutefois, il faut faire très attention à ces résultats qui ne peuvent pas être interprétés euh, avec euh, une, sur le plan positif, car, comme je l'ai dit, il nous manque encore trop de données. Nous évaluons également la charge de la morbidité, mais malheureusement, les données sont trop limitées pour pouvoir fournir des estimations satisfaisantes. Donc, nous appelons les pays à en faire de plus et à réaliser davantage d'analyses, à s'assurer que les rapports sont présentés de manière systématique dans les pays et les régions. Vous voyez ici des résultats de tendance de la positivité des tests pour ce qui est du SARS-CoV-2, et vous voyez que les résultats sont très différents d'une région à l'autre. Ici, vous avez la ligne verte qui représente l'année 2024, 2025 en rouge, et puis la courbe bleue, c'est l'année 2026. Ces données nous viennent de la post-fake, donc post-urgence. Sur les graphiques du milieu, vous voyez les régions euro en comparaison avec la région afro sur la droite. Et puis en bas, vous avez également la région du Pacifique occidental et EMRO, où vous constatez que la période de circulation est plus étendue, avec des pics plus nombreux chaque année. Et là encore, je vous invite à vous référer aux périodes étudiées de janvier à décembre. En général, on a une circulation atténuée dans la plupart des régions sur les périodes précisées. Passons maintenant avec la carte que vous voyez à l'écran. Les données montrent les taux de positivité des tests sur 28 jours et pour la période allant jusqu'au 15 mars 2026. Pourquoi? Nous avons en général un délai pour recevoir l'information de la part des pays. Ce sont donc les données les plus à jour que nous avons pour la période couverte.
là, on considère que la circulation est assez basse de manière générale. Seuls le Chili et la Nouvelle-Calédonie ont reporté un taux de positivité supérieur à 10%. Et vous pouvez voir sur le graphique en dessous le pourcentage d'échantillons testés positifs pour SARS-CoV-2 pour toute la période. Et vous voyez qu'il y a une baisse continue depuis janvier 2023 et qu'il y a ensuite, on entre dans une période de faible circulation, de plus basse circulation. Nous attendons à une augmentation de la circulation et si vous regardez sur la droite, la courbe avec le nombre de morts rapportés liés à la COVID-19 depuis 2023, vous voyez également que le nombre, de manière générale, est en baisse de manière significative au fil des années et que la plupart des décès touchent des personnes, des adultes âgés supérieurs à 65 ans. Et on a constaté que dans les Amériques, il y a une prédominance dans cette catégorie. Alors, c'est sans doute lié à une comorbidité et à la malnutrition. Diapositive suivante. Non, c'est la précédente, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Très bien. Alors, cette diapositive évoque les hospitalisations. Ici, nous avons un certain nombre d'exemples qui nous permettent de mieux comprendre et on constate que la plupart des hospitalisations pour les Amériques et l'Europe sont présentées. Un certain nombre de régions ont fait rapport également et on ne sait pas ce qu'il se passe en termes d'hospitalisation pour d'autres régions et certaines régions rapportent et on a un biais par rapport aux pays à haut revenu parce qu'ils ont plus tendance à faire rapport plus régulièrement et nous allons maintenant parler de la circulation des variants ou du variant. Comme je vous le disais, cela ne cesse d'évoluer. L'OMS effectue le suivi des variants et de leur circulation, évalue les risques pour la santé publique. Le groupe technique consultatif également s'occupe de cela. Il y en a un sur l'évolution des virus et un autre groupe technique consultatif sur les vaccins contre le Covid et qui examine la composition des antigènes des vaccins. Alors, vous voyez sur toutes ces graphiques présentés à l'écran une représentation sous diverses formes de la circulation des variants. Et on constate que le XFG est est le variant dominant actuellement. Et il y a le NB181 et le BA32 font partie des variants importants. Et on continue de suivre ces variants. Nous suivons également d'autres variants, notamment le KP3.1.1 et et un autre qui est le NP.1. Et car cela intervient pour la composition des vaccins et en fait on continue de suivre le LP8.1 comme vous pouvez vous le voir sur le graphique en bas. Alors nous passons maintenant à l'aperçu. Donc nous parlons ici des le MERS-CoV donc qui a un impact zoonotique élevé. Nous parlons, il n'y a pas de vaccins qui ont été autorisés pour le moment contre le MERS-CoV, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Nous avons publié une évaluation, un résumé mondial et une évaluation des risques en janvier 2026. Ce document couvre la période du 17 novembre 2022 au 5 janvier 2026. Et le risque de pour la santé publique mondiale associé au MERS-CoV reste modéré. Ensuite, au cours des dernières
des 3 dernières années. Ils ont eu 3 clusters liés à des soins de santé et c'était un risque de MERS-CoV qui a donc été introduit dans un établissement de santé qui n'a pas identifié immédiatement. Les mesures nécessaires n'avaient pas tout de suite été mises en place. C'est arrivé 3 fois au cours des 2 dernières années. Les 3 fois, c'était en Arabie Saoudite. Et un autre cas lié avec 3 cas de voyageurs rapportés en 2024 et 2025, un au Pakistan et deux dans la péninsule arabique, puis revenus en France en 2025. Et il n'y a pas eu de cas secondaires parce qu'il y a eu un bon suivi, une bonne prise en charge de ces cas contacts, car ils ont été testés, pris en charge comme il le fallait. Alors, le risque reste, mais c'était juste pour vous montrer que nous avons heureusement évité des conséquences de type épidémique. La transmission de ce virus reste importante, euh, car ces cas individuels sont certes sporadiques, mais la- ce sont souvent des personnes qui ont été exposées à des dromadaires, qui reste le moyen le plus important de transmission à l'homme. Ensuite, dans notre introduction, nous, alors, il y a quelque chose qui me fascine ici, effectivement, c'est les risques mondiaux de MERS-CoV, donc MERS-COVID, donc syndrome respiratoire du Moyen-Orient du Covid. En fait, on l'appelle syndrome du respiratoire du Moyen-Orient, mais en fait, il circule quasiment au niveau mondial à ce stade. Et cela peut se faire à travers des cas de voyageurs, transmission d'homme à homme qui ont eu lieu par le passé. Ces pays sont en bleu, mais aussi une transmission par les chameaux, qui sont l'animal réservoir de ce virus, surtout en Afrique du Nord. On n'a pas de cas de transmission directe pour l'Afrique vers l'homme, mais il y a une circulation chez les chameaux. Et les êtres humains, en fonction des régions, ont déjà des anticorps, semble-t-il. Merci, diapositive suivante. Très bien. Nous passons maintenant à la surveillance VRS. Virus respiratoire syncytial avec les rapports. Donc à gauche, vous voyez la carte qui contribue au rapport sur le VRS. À ce stade, 80 pays nous fournissent des rapports d'information au GISRS et environ 100 000 spécimens ont été testés par semaine. Plus d'une vingtaine de pays travaillent sur des estimations de la morbidité du VRS pour générer des données empiriques afin d'informer les politiques et l'introduction de vaccins. Vous voyez à gauche, à droite, le volume de tests et les cas positifs rapportés. Vous voyez ici, nous avons donc des pics annuels qui apparaissent très clairement sur ce graphique. Les données incluent environ 100 000 spécimens de tests par semaine. Ces données montrent les données que nous récoltons grâce au GISRS, le système mondial de surveillance de la grippe, en fonction des différents endroits dans le monde que vous voyez sur la carte. Nous passons maintenant aux outils dont nous disposons. Ce que nous voulons vous montrer ici, c'est quelles sont les publications qui ont été mises à jour en termes de surveillance. C'est donc là, ici la liste. Donc il y a le document Integrated Sentinel Survey, donc la surveillance sentinelle intégrée sur la grippe, le document sur la COVID et d'autres sur la surveillance épidémiologique. Donc ces différents documents
prennent en compte les considérations opérationnelles pour une surveillance intégrée de SARS-CoV-2 et d'autres agents pathogènes. Il y a des orientations spécifiques en fonction des types d'agents pathogènes et il y a un système de test, des informations sur les tests et le reporting en fonction des virus. Ensuite, ce que vous avez ici, c'est les outils qui permettent de et les ressources qui permettent de renforcer la gestion des maladies respiratoires. Donc, il y a le PRET à gauche, qui est un système d'information pour renforcer la préparation et mieux collaborer au niveau régional. Ensuite, il y a le Crafting de Mosaic, donc le document suivant. Les lignes directrices des pratiques cliniques pour la grippe au milieu. Et le document à droite, qui est un document vivant sur la gestion de Covid-19. Et Et il y a aussi d'autres documents, notamment sur la gestion clinique du MERS et des documents de prévention et contrôle des infections. Alors, recommandation de l'OMS sur le vaccin contre la grippe. Ça reste la méthode la plus efficace. La dernière recommandation du groupe SAGE, groupe consultatif stratégique d'experts sur la vaccination, a été publiée en mai 2022. Les recommandations du groupe SAGE euh, c'est de mettre en place un programme de vaccination contre la grippe saisonnière, y compris les groupes prioritaires, en les ciblant, à savoir les travailleurs de santé, personnes touchées par des comorbidités ou d'autres problèmes de santé, les adultes âgés, les femmes enceintes, les enfants sont aussi considérés comme une population cible. Ensuite, les recommandations sur la grippe A H5 recommande la vaccination pour éviter les périodes d'émergence et d'interpandémie. Alors, il est conseillé de vacciner les personnes qui sont exposées par le travail, plus particulièrement ceux qui travaillent dans les laboratoires et gèrent les virus AH5, les premiers répondant à la grippe en cas de flambée animale, les personnes qui sont en contact avec les animaux, etc. Pour la vaccination contre le Covid-19, nous avons deux groupes importants qui aident l'OMS à formuler des recommandations. Encore une fois, le groupe SAGE qui examine qui doit être vacciné en priorité dans le cadre de la Covid-19. Tout d'abord, la suggestion est que les pays examinent leur propre situation d'épidémiologie, la caractéristique de la population, l'accès au vaccin contre le Covid-19, le rapport qualité-prix, l'acceptabilité ainsi que la faisabilité programmatique. Le SAGE s'est réuni en mars 2026 et les pays devraient envisager une vaccination routinière de routine contre la COVID-19 pour les groupes les plus à risque par rapport à la COVID-19. En effet, nous constatons que la charge de morbidité mondiale a certes diminué au fil des années, mais elle reste importante pour ceux qui sont touchés par d'autres maladies et qui sont les cas les plus graves. Il s'agit des personnes les plus âgées, des adultes âgés avec une comorbidité, l'obésité, euh, et d'autres groupes à risque. Et on suggère à cet égard au moins une dose par année et de préférence même une dose tous les 6 mois. Parce que ce serait une protection minimale qui a tendance à diminuer au bout de 6 mois de vaccination. Ensuite, les pays peuvent envisager des groupes supplémentaires à vacciner de manière routinière, à savoir les adultes, adolescents, enfants ayant des comorbidités telles que l'obésité, les travailleurs de la santé, les personnes enceintes. Et dans certains contextes, les enfants, en fonction de la situation épidémiologique, si il y a une indication à cet égard, et ce serait une dose au moins par année et idéalement pendant le deuxième trimestre de la grossesse. Il y aura également un document qui sera publié cette année en 2026 sur le sujet. Ensuite, composition, les experts sur la composition des vaccins. Il s'agit du groupe TAG COVAC, groupe technique consultatif sur les vaccins contre le Covid. L'objectif, donc, quels sont les vaccins qui permettent d'avoir une bonne réponse immunitaire? Et
d'avoir une réponse en fonction du contexte contre le SARS-CoV-2, en fonction de son évolution. Le dernier document, la dernière recommandation de ce groupe a été publiée en décembre 2025 et le vaccin antigène recommandé est celui monovalent LP8.1. Celui qui était recommandé par le passé était le JN1 pour la lignée JN1, qui reste tout à fait pertinent et d'autres vaccins ne devraient pas être retardés en anticipation de l'accès à la composition du LP8.1. Et d'autres approches montrent qu'il est important de neutraliser les réponses des anticorps. La prochaine décision a lieu en mai 2026. Ensuite, quelques informations concernant les taux de vaccination contre le Covid-19. Nous avons collecté ces informations par l'OMS au niveau mondial. Malheureusement, les rapports sur ce type de données ont tendance à baisser au cours ont eu tendance à baisser au cours des dernières années, mais nous renvoyons les pays à toutes les ressources qu'ils ont déployées et mises en place concernant euh, la désinformation sur le Covid, améliorer le suivi de la vaccination et faire du plaidoyer. Ce tableau récapitule le nombre d'États membres qui ont d'ores et déjà une politique en matière de vaccination contre la Covid et des rappels également. Ceux qui n'en ont pas encore et les données de couverture vaccinale des États membres. Et nous devons travailler avec des données limitées que les données limitées que nous recevons. Il y a la question du suivi, mais aussi les données qui sont rapportées à l'OMS pour pouvoir avoir une meilleure analyse. Ensuite, ce que vous voyez, c'est l'accès à du matériel de campagne avec des documents de sensibilisation, le manuel de couverture qui est au milieu, et des boîtes à outils avec des orientations, des formations et différents outils concernant la vaccination anti-Covid. Alors, les actions nationales pour renforcer la prévention et le contrôle, le document est en train d'être préparé, il sera publié bientôt. Il y a eu un appel à l'action d'ici 2040. L'objectif est de réduire les impacts sanitaires et économiques et de se préparer pour les pandémies à venir en ayant des programmes nationaux intégrés, un financement durable, une collaboration mondiale. Ce plan d'action s'articule autour de plusieurs axes avec une approche intégrée les mesures sociales et de santé publique, les vaccins et les antiviraux. Ce document fournit des actions spécifiques pour les États membres et et les partenaires de l'OMS afin de parvenir à ces objectifs. Alors, d'autres ressources qui seront bientôt disponibles pour vous. Il s'agit des lignes directrices sur les mesures sociales de santé publique pour atténuer les risques et l'impact des grippes pandémiques et épidémiques. La première version a été publiée en 2019 en s'appuyant sur les données probantes générées pendant la COVID. La question a été de réduire la transmission. Il y a ensuite un document qui est en préparation avec 21 recommandations, y compris 5 catégories de mesures sociales et publiques de santé publique, y compris des mesures environnementales et d'autres types. Il y a un document qui s'appelle le navigateur de décision, qui est un document de formation pour savoir se repérer par rapport aux grippes pandémiques et épidémiques. L'OMS a plusieurs initiatives pour préparer, se préparer par rapport aux agents pathogènes avant qu'ils ne deviennent, qui ont un potentiel épidémique ou pandémique. Ce que vous voyez à gauche, à droite, c'est une cartographie avec les différents agents pathogènes et leurs donc il y a des sous-types qui ont un potentiel épidémique ou pandémique. Alors pourquoi cette carte? Cette carte vise à identifier les priorités et renforcer les diagnostics et capacités de diagnostic pour les agents pathogènes zoonotiques dans les régions qui sont considérées à risque plus important
Et sur cette base, nous pouvons renforcer la détection précoce et réduire ainsi les risques liés à ces agents pathogènes. L'idée est d'améliorer la préparation, la prévention, la préparation et les activités de riposte pour limiter l'amplification des pathogènes dans les populations humaines. À ce stade, nous sommes en train d'envisager différentes couches d'activités de prévention, bien entendu en fonction de la disponibilité des fonds, notamment des ressources en matière de diagnostic dans différentes régions du monde pour voir là où nos investissements seraient les plus nécessaires. Nous envisageons aussi de renforcer les services, les systèmes des services de soins de santé ou d'avoir des capacités de technique et de reporting. Voilà, ce sont les pistes à envisager dans nos évaluations des risques pour la prise de décision aussi. Merci. Diapositive suivante. Alors, quelles sont les ressources pour la préparation? Donc, fournir une préparation par rapport à la pandémie se fait à travers différents moyens, des évaluations, des rapports. Et l'idée est d'identifier les virus émergents respiratoires qui ont un potentiel épidémique. Alors, des protocoles ont été élaborés pour détecter ces risques pandémiques. Alors, ces protocoles prévoient d'avoir une génération de données rapide afin d'avoir une réponse adaptée. L'idée, pour faciliter la mise en œuvre de ces protocoles, il faut des outils opérationnels, y compris une boîte à outils éthique, des plans d'analyse statistique et des accords de partage des résultats, ce qui permet d'utiliser les données générées à travers les pays et de s'assurer qu'elles soient comparables. Ces protocoles sont disponibles. Ils couvrent la grippe, le Covid-19, le MERS ainsi que les d'autres agents pathogènes respiratoires, notamment pathogène X. Donc, il y en a un qui date de 2025. Un réseau mondial de sites a été lancé en mai 2025 qui permet justement de partager toute cette documentation. Pour ce qui est de la surveillance pendant une épidémie de grippe, le guide ou les orientations sont en cours de préparation. Elles seront publiées bientôt. L'objectif, c'est pour les autorités nationales et les laboratoires GISRS. Le principe, c'est de pouvoir s'appuyer sur les systèmes par rapport à la grippe saisonnière plutôt que de reconstruire quelque chose depuis zéro. Et le changement principal, c'est l'approche. À savoir, on passe d'un système de comptage des cas à l'évaluation de la gravité de la morbidité, du, du du fardeau et de l'impact. Il y a plusieurs étapes, la pré-émergence, l'émergence, la transmission communautaire et la situation stabilisée. Et il y a différents types d'actions qui sont menées par les évaluations du risque, la surveillance, qui sont la base de communautés résilientes. L'idée, c'est d'avoir un système multisectoriel et de renforcer des capacités essentielles pour les urgences. Alors, dans le cadre de la préparation de cadre de préparation contre la grippe, le pays de l'OMS, nous, il y a une sélection des vaccins candidats contre les virus zoonotiques et cela doit être ces vaccins candidats doivent être prêts lorsque une pandémie arrive. Ces candidats à vaccins sont sélectionnés sur la base de la disponibilité de certaines données. La décision de développer de nouveaux candidats vaccins a été prise depuis 2026. Plus de 160 candidats vaccins existaient par rapport à différents virus et sous-types du H3N2V, H5, H7N9, etc. Vous voyez la liste sur le graphique, l'histogramme sur la droite. Ces vaccins candidats, ces virus avec les vaccins candidats contre certains virus, donc se font l'objet d'un travail avec des laboratoires
avec des entités du secteur privé et secteur public. L'ensemble des données sont enregistrées par l'OMS avec la traçabilité au sein de l'OMS et le système IVTM 2.0 qui est un mécanisme visant à avoir un suivi des différents virus zoonotiques en plus de la grippe. Ce graphique vous montre le nombre de spécimens qui existent par rapport à ces CVV qui sont partagés et qui font partie du réseau GISRS et en dehors du réseau GISRS. Alors, la réponse en termes de vaccination est importante, surtout à une période où le cycle, en fonction des différentes étapes des risques d'épidémie. Pour s'assurer d'avoir des résultats de santé publique pour les épidémies, il faut il y a des consultations importantes qui ont eu lieu au sein de l'OMS qui ont permis de finaliser un document opérationnel qui s'appelle euh, VISA, qui est donc la réponse vaccinale contre les grippes à potentiel pandémique, plan opérationnel. Donc, c'est un document qui est en train d'être finalisé pour être publié. Ce document facilitera la coordination et la coopération entre l'OMS, les États membres, les producteurs, l'industrie pharmaceutique, ainsi que d'autres acteurs clés qui sont impliqués dans cette réponse. Dans le cadre de cette réponse et de ce document, l'idée c'est d'être prêt et d'avoir tout en place en cas de pandémie. Comme nous l'avons dit au tout début, Maria l'a présenté, ce sera l'anniversaire bientôt c'est l'anniversaire du cadre PIP de lutte contre la grippe endémique. euh, et Le cadre PIP de préparation en cas de grippe pandémique date de 2011. Il a été adopté par l'AMS. L'objectif était d'améliorer la réponse en cas de grippe pandémique et d'améliorer l'accès et d'améliorer le système de surveillance mondiale de la grippe. Au fil des années, des réussites incroyables ont été constatées grâce à ce système. Ces avantages sont catégorisés dans trois domaines. À gauche, il s'agit des accords SMTA2 qui ont été signés, qui prévoient notamment des vaccins, des diagnostics et des antiviraux. Donc les SMTA sont les accords types relatifs au transfert de matériel. Et il y a aussi à droite les contributions en termes de partenariat. Et donc les différentes entités contribuent en cash et l'objectif est de renforcer la surveillance mondiale ainsi que la capacité de réponse en cas de pandémie. Comme nous l'avons vu, donc l'OMS a publié plusieurs documents et j'aimerais vous présenter notamment deux d'entre eux qui permettent justement de fournir les renseignements et recommandations nécessaires de manière opportune et agile. Nous avons notamment le cadre mondial d'attribution pour les contre-mesures médicales en période de grippe pandémique et le deuxième est une stratégie opérationnelle qui, elle, se concentre sur l'accès aux contre-mesures médicales pour ce qui est de la lutte contre la grippe pandémique. Et cela concerne notamment l'exécution stratégique de coordination de ces activités de contre-mesures médicales. Le mécanisme d'accès et d'allocation est sous-tendu par plusieurs ensembles de principes. Vous les voyez à l'écran. Ces principes sont tirés du texte du cadre PIP et nous avons également donc, comme vous voyez, tiré les enseignements des
épidémies et pandémies passées. Ce mécanisme est fondé donc sur les principes de solidarité, redevabilité, transparence, réactivité vis-à-vis des besoins de santé publique. Tout s'appuie sur la recherche, équité et égalité, collaboration, coordination, réglementation, efficience des achats et bien sûr abordabilité. Nous devons nous assurer que tous les points de données doivent être accessibles, les voies d'achat public, la préparation des pays, pour veiller à ce que les décisions soient prises sur cette base d'équité et d'égalité. Afin d'évaluer toutes ces considérations, nous avons effectué un exercice de simulation pour la grippe A H5N1 avec nos différents partenaires. À quoi sert cet exercice de simulation? Eh bien, cela permet de présenter les différences entre les considérations qui semblent utiles sur le papier et celles qui sont effectivement nécessaires lors de la crise. Sur 2 jours, nous avons donc évalué ce qui déclenchait les activités des différentes institutions, quelles données étaient nécessaires, émanant de qui, quels obstacles ont été constatés au moment de la crise afin de rendre la riposte plus opérationnelle et efficace. Nous avons un pilier clé de cette lutte, eh bien, c'est celle de la stratégie opérationnelle. Certaines de ces mesures reposent sur plusieurs contributions et d'autres autour des questions du financement, de la reconnaissance de l'urgence et de la préparation, reposent sur un processus intégré de longue haleine également. Alors, cette simulation est utile, surtout parce qu'elle présente de nouveaux aspects et des suggestions de nouvelles activités. Ces activités doivent être inscrites dans la stratégie opérationnelle. Et afin d'avoir les meilleurs résultats, nous avons établi plusieurs groupes de travail transversaux au sein de l'OMS et avec l'aide de nos partenaires. Nous avons 3 modules d'établissement des priorités. Nous avons d'abord le premier module qui concerne les systèmes de données et l'analyse de ces dernières. Deuxième module qui concerne la modélisation et le chiffrage des coûts pour ce qui est des interventions qui peuvent être envisagées. Et troisième module qui concerne l'intégration de la plateforme d'allocation mondiale ainsi que la coordination, puisque tout cela est essentiel également pour s'assurer la légitimité des stratégies. Nous vous tiendrons informés des avancées que nous réalisons sur ce plan et sur d'autres, car nous souhaitons nous assurer que les bons produits sont disponibles pour les populations qui en ont le plus besoin en temps opportun, et pour cela, il faut que notre mécanisme soit le plus agile possible. Nous avons publié récemment notre stratégie de gestion de la menace des maladies à coronavirus. Ce travail repose sur l'évolution des documents stratégiques que nous avons déjà publiés, pas seulement concernant la COVID-19, mais d'autres également depuis 2020, mais aussi avant, car nous nous étions également euh, organisés autour de documents sur le SARS-CoV-2. Et donc, nous rassemblons toutes les publications concernant les maladies à coronavirus et cela englobe également les prochains documents publiés à l'avenir sur les coronavirus problématiques. Dans le cadre de ces efforts, nous avons restructuré nos équipes l'année dernière et les programmes mondiaux de coronavirus à l'OMS ont été lancés en 2025 avec différents axes de travail autour de SARS-CoV-2, du CoV également. Et nous avons donc aligné notre stratégie sur d'autres cadres, notamment le cadre HEPR,
de préparation, riposte et résilience face aux urgences sanitaires. Cela inclut plusieurs mesures, contre-mesures sanitaires et médicales. Notre stratégie s'articule autour des 5 C avec 4 objectifs stratégiques. Tout cela émane bien sûr des enseignements tirés de la pandémie et d'autres épidémies de coronavirus. Nous avons MERS-CoV-2, mais aussi le premier SARS que nous connaissons bien. Et donc toutes ces expériences compilées culminent dans une stratégie très bien renseignée visant à gérer les menaces de coronavirus au-delà de la phase d'urgence de santé publique de portée internationale. Nous avons donc des données de 2022 qui ont été intégrées et qui tiennent compte également du travail réalisé dans le cadre du coronavirus au sein des programmes existants. Les programmes des autres maladies respiratoires qui existent déjà sur le terrain dans les pays. Et nous avons le troisième objectif qui consiste à renforcer les capacités de base euh, du système PRR. Et ensuite, le dernier objectif stratégique qui veille à générer, partager et utiliser les données probantes que nous collectons dans nos communautés. Et donc, l'OMS s'en saisit. Pour vous présenter une bonne nouvelle, nous avons établi le réseau des laboratoires coronavirus, Covinet, qui est sur pied depuis 2020, au lendemain de la pandémie de SARS-CoV-2. Nous l'avons institutionnalisé en 2024 et le projet s'est étendu à 58 laboratoires dans 35 pays. En 2026, nous poursuivons nos efforts pour établir des systèmes de d'alerte précoce, les systèmes de suivi, d'évaluation des risques, de renforcement des capacités. Tout cela se fait dans les laboratoires. Nous travaillons également sur un volet épidémiologique pour pouvoir soutenir les programmes d'urgence sanitaire, pour pouvoir combler les lacunes médicales, épidémiologiques que j'ai mentionnées tout à l'heure. Stratégie mondiale de lutte contre la grippe, et qui a été donc présentée à l'OMS en 2020. Cette stratégie suit une approche systématique pour atteindre les objectifs qui sont listés ici, réduire la charge de la morbidité, de la grippe saisonnière, atténuer les risques de grippe d'origine zoonotique et atténuer également les incidences des pandémies de grippe. La surveillance se poursuivra à l'horizon 2030. La grippe est une maladie qui a plusieurs volets de risque, notamment sur le plan épidémique, mais aussi zoonotique. Et donc, nous devons nous saisir de toutes les problématiques. Le virus respiratoire syncytial a été intégré à la stratégie en 2015 et depuis mars 2020, nous avons le SARS-CoV-2 aussi qui a été intégré à cette plateforme de surveillance de la grippe. Et vous constatez donc que notre expérience euh, au cours des dernières décennies nous a permis de renforcer nos efforts de surveillance de la grippe grâce à une collaboration. Nous avons également euh, renforcer notre expertise et grâce à ces efforts continus, nous avons une surveillance mondiale grâce à la collaboration qui fonctionne très bien et cela nous permet de nous préparer euh, aux prochains virus de la grippe qui nous attendent à l'avenir. Nous savons donc que la grippe, la COVID-19 et les coronavirus ainsi que les autres menaces respiratoires continuent de peser sur l'humanité. Ce constat exige donc de nous que nous restions très vigilants. Cela oblige tant l'OMS que les États membres. Voici donc quelques demandes que nous formulons aux États membres. Tout d'abord,
Il s'agit de renforcer la vigilance face aux menaces respiratoires émergentes. Et il faut pour cela renforcer l'éducation à la santé publique, la sensibilisation des agents de santé, permettre également une détection précoce des signes grâce aux systèmes nationaux de surveillance. Deuxièmement, nous devons renforcer les efforts de surveillance à l'interface humaine-animale. Pour cela, nous devons renforcer la capacité des laboratoires afin de mieux détecter les virus de grippe aviaire et porcine, ainsi que le MERS-CoV-2 chez l'homme. Il faut renforcer les capacités de riposte et pour cela mettre en branle l'approche une seule santé dans différentes activités. Troisièmement, renforcer la surveillance intégrée de la grippe et des différentes souches dans les pays qui n'ont pas encore établi de centres nationaux reconnus par l'OMS en matière de surveillance de la grippe. Et pour cela, il faut utiliser le mandat du GISRS. Il faut poursuivre la surveillance intégrée sur la base Sentinelle, complétée par les surveillances fondées sur les données probantes, ainsi que les systèmes nationaux qui peuvent surveiller la circulation des virus respiratoire. Pour cela, il convient également de développer des études qui soient abordables et efficaces. Afin de renforcer la prévention et la lutte contre les épidémies saisonnières, eh bien, il convient de promouvoir la vaccination contre la grippe pour les personnes appartenant à des groupes fortement euh, vulnérables à ces maladies, conformément à la cible de 75% de la couverture des personnes âgées et des personnes souffrant de maladies chroniques qui émanent donc de l'AMS 56-19. Il faut également mettre en exergue les recommandations les plus récentes du groupe SAGE de l'OMS sur la vaccination à la COVID-19. Et il faut renforcer la préparation et la prévention pour les vaccins VRS. Pour conclure, nous devons nous arrêter une minute pour nous féliciter du 15e anniversaire du cadre PIP qui nous a permis de grandement avancer dans nos activités. Célébrons ce 15e anniversaire de ce cadre PIP en 2026, ainsi que les 75 ans du GISRS que nous célébrerons en 2027. Nous devons poursuivre sur cette belle lancée tous ensemble. Et j'en profite pour remercier mes collègues qui participent au programme mondial sur la grippe. Je remercie le secrétariat des contre-mesures médicales. Je remercie aussi les collègues du siège pour tout le soutien qu'ils nous ont fourni dans la réalisation de cet exposé. Voilà qui conclut notre présentation. Nous n'avons pas couvert tout le détail du travail de l'OMS. Nous vous avons présenté une vue d'ensemble très générale et j'espère que la transition aura été fluide entre les intervenants. J'espère que cela vous convient. Nous avons quelques minutes devant nous pour répondre à vos questions. Nous les avons bien reçues. Nous en avons reçu de très nombreuses. Je vais donc demander à nos modérateurs de guider nos intervenants vers des réponses très brèves. Je propose qu'on prenne deux, trois questions déjà. Commençons par celle qui concerne les enseignements tirés de la pandémie de Covid. Et je vais donner la parole à Johanna d'abord. Nous avons tiré les enseignements de la COVID-19. Expliquer à nos participants comment nous avons appliqué ces enseignements. Merci beaucoup. Oui, nous avons tiré de nombreux enseignements de la pandémie de COVID-19. J'aimerais peut-être me focaliser sur les contre-mesures médicales avec une considération principale qui est celle de l'écart sur le plan de l'accès au traitement. Il ne faut pas oublier que les mesures
médicales et contre-mesures doivent être interprétées à l'aune de toute la chaîne d'approvisionnement. Et c'est justement ce qu'on essaye de résoudre avec notre plateforme mondiale d'approvisionnement. Cela permet de reconnaître les lacunes nos activités lors de la pandémie de Covid-19 afin de combler ces dernières et de faire mieux la prochaine fois. Il faut pour cela identifier les pays qui ont besoin d'un soutien. Et l'un des aspects principaux que nous défendons dans nos missions sur les pays, quand on fournit un renforcement des capacités, l'idée n'est pas de former des systèmes parallèles, mais bien de travailler directement avec ce dont les pays disposent en matière de capacité déjà. Et nous veillons à aborder tous les scénarios envisageables pour établir des plans d'urgence afin d'agir dans les domaines où le besoin est le plus criant. Donc, cela demande une certaine analyse de ce dont dispose déjà le pays et de ce dont manque le pays pour pouvoir renforcer les systèmes de santé. Est-ce que d'autres intervenants souhaitent compléter cette réponse? Le cas contraire, j'aimerais moi-même intervenir et donner l'exemple euh, d'enseignements tirés de la pandémie de Covid-19. Nous avons notamment des mesures sociales qui ont été mises à jour. Et nous constatons que la réceptivité des mesures est également une problématique importante, avec l'exemple de l'usage des masques, qui était une première à l'échelon mondial. Et ensuite, les fabricants de vaccins ont dû également se heurter à la réticence, euh, l'acceptation par les communautés. Voilà tout autant d'efforts sur lesquels nous devons continuer de travailler pour ce qui est de la riposte aux pandémies à venir. Maria, je vous en prie. Oui. Si vous me le permettez, je pense que cette question est vraiment centrale pour ce qui est de nos enseignements tirés. Nous avons beaucoup appris, mais aussi lors de la pandémie de grippe porcine, ce qu'il faut dire sans embâche, c'est que nous sommes une organisation mondiale et que lors de cette pandémie de Covid-19, nous avons pu commencer sur les chapeaux de roue. Nous avions plusieurs expériences à notre actif, SARS-CoV-2, la grippe aviaire, et donc nous avions déjà établi des lignes directrices sur la base de différentes épidémies de coronavirus et nous avons à ce titre tiré de nombreux enseignements pour ce qui est de la production des vaccins, mais pas seulement. Nous avons également la question des transferts de technologies, des systèmes de financement. Nous avons maintenant un fonds pandémie qui fournit 1,2 milliard de dollars de financement pour les pays, pour renforcer leurs efforts de surveillance, pour leurs effectifs également dans les établissements de santé. Les accords qu'on a réussi à conclure sont un résultat direct de cette pandémie de Covid-19. Nous avons le cadre PIP également qui a été établi. Nous n'avions pour l'instant rien d'autre pour les autres types de pathogènes. Et c'est justement euh, ce qu'on devrait résoudre. Les États membres doivent négocier, c'est urgent, afin d'établir le système PABS, le système de partage des avantages et d'accès aux pathogènes. Nous en avons beaucoup appris, également dans l'espace de la lutte anti-infectieuse. Nous avons travaillé également dans le cadre de la communication avec les communautés, justement, pour une meilleure acceptation des mesures. Nous n'en avons pas terminé avec la Covid, nous n'en avons pas terminé avec la grippe, c'est certain. Nous avons une prochaine pandémie qui nous attend. Nous ne savons pas quand elle éclatera, mais nous devons être préparés, nous devons travailler avec les gouvernements. Ces derniers doivent être agiles, capables de répondre rapidement. Donc, continuez de nous poser ces questions, continuez d'attendre des réponses concrètes. Vous avez entendu des exposés de la part de nos collègues qui sont euh, très compétents, mais ce que je répéterai toujours, c'est que nous ne sommes rien sans nos partenaires, sans les États membres, sans les institutions du secteur public, du secteur privé, des universités, de la société civile, la jeunesse. Tout autant de partenaires aux disciplines très diversifiées et que je remercie aujourd'hui pour leur soutien. Merci. Merci beaucoup, Maria.
d'avoir souligné ce point important et merci d'avoir établi également les étapes à venir. Une autre question qui nous a été posée à plusieurs reprises. Cette question concerne la mise en œuvre du cadre PIP et du transfert technologie. Donc, je vais commencer. Ensuite, je demanderai à Yoanna de revenir sur. Alors, les avantages du PIP, du cadre PIP, vont compter, euh, découlent du partage d'informations, de la surveillance des vaccins et du suivi de la surveillance, notamment des antivirus, des diagnostics, par exemple, aussi, dans les produits qui sont mis à jour et les diagnostics également. Une autre catégorie d'avantages, c'est au niveau de la recherche universitaire, c'est qu'ils reçoivent du matériel. Il y a des accords SMTA2 qui permettent justement de favoriser la recherche et d'avoir de la recherche et du développement. Mais il n'y a pas de lien direct entre le fait de partager le virus dans le cadre PIP et le transfert de technologie en tant que tel. Il y a d'autres initiatives au sein de l'OMS dans le cadre de renforcement des capacités, de transfert de technologie. Et il y a un M&A avec d'autres initiatives qui existent. Et c'est ce que je voulais vous dire parce que, alors, le PIP avec le partage des virus n'est pas égal à un transfert de technologie. Ce sont deux domaines différents. Merci, allez-y. Vous avez répondu de manière tout à fait exhaustive en fait à cette question. Et j'ai vu la question. Et il y a une nouvelle réponse sur la cohérence avec les partenaires par rapport. Les partenaires sont aussi impliqués dans ce projet qui inclut du transfert de technologie. C'est ce que nous essayons de faire avec cette nouvelle plateforme, c'est de créer des liens entre les pays, les fabricants qui se trouvent dans certains pays et de créer du lien entre ces différentes initiatives. Donc, c'est l'un des projets phares de l'OMS. Il y a le transfert mREA avec les récipiendaires de ce programme qui sont impliqués dans la production liée à la grippe mREA. Et il y a effectivement les outils SMTA, les accords types de transfert de matériel. Et voilà, ce sont les autres outils. Merci. Je crois que donc c'était la dernière question. J'aimerais savoir aussi. Donc, il y a une autre question sur aux intervenants par rapport aux pays à faible revenu pour savoir comment gérer lorsqu'il y a des cas suspects et comment gérer la circulation. Est-ce que quelqu'un souhaite commencer pour répondre par rapport au test de suspicion de cas de grippe aviaire? Allez-y. Merci Wang Xing. Et merci pour cette question. Dans de nombreux pays où il y a des flambées de grippe aviaire et d'autres virus grippaux, nous nous appuyons sur l'initiative Une seule santé et collaborons avec les différents secteurs impliqués, santé humaine, santé animale et autres. Et c'est absolument essentiel pour une détection précoce de ces cas. Je peux vous donner un exemple. Dans certains pays, la flambée pourrait avoir lieu dans de l'élevage de volailles, par exemple, des petits propriétaires de volailles. Eh bien, dans ce cas, ils sont déjà en contact avec les équipes du secteur de santé publique pour commencer à tester et ils vont tester les êtres humains qui ont été en contact avec les animaux malades et cela permet d'avoir une détection précoce et d'agir rapidement. Bien entendu, une détection précoce signifie une prise en charge rapide et donc la survie des personnes touchées et d'éviter donc l'aggravation de la maladie. Vanessa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question?
Merci Wang Jing. Alors, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter par rapport à ce qu'a dit. Pour les pays à faible ou les contextes à faible ressources, il y a ce document qui a été publié sur la surveillance intégrée avec des normes, le minimum d'échantillons à tester pour pouvoir avoir une idée claire des tendances, une évaluation des grippes saisonnières. Et vous avez le lien vers ce rapport dans la présentation. Merci. Sophie, est-ce que vous souhaitiez dire quelque chose sur la surveillance dans les contextes à faible ressource? Ce qui est important dans le cadre du SARS-CoV-2 dans les zones touchées, c'est de faire tirer le meilleur parti des infrastructures existantes et des méthodologies existantes. Nous avons évoqué un système qui a été mis en place dans différents pays, par exemple, et c'est utilisé pour la surveillance du SARS-CoV-2. Et c'est un très bon moyen de générer de l'information, quel que soit le contexte, les ressources disponibles. Ce qui est important aussi, c'est de collecter, de recueillir des données et de partager des données qui sont de bonne qualité et qui sont partagées. On peut avoir moins de données dans certains contextes, mais l'idée, c'est de s'assurer que ces données soient exhaustives pour qu'on puisse en tirer le meilleur parti et les utiliser pour des analyses au niveau régional, national, mais aussi plus large. J'aimerais ajouter pour les régions ou les contextes reculés, en fait, la première question, je recommanderais à notre collègue dans ces contextes de nous dire qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place en termes de surveillance. Et c'est là qu'il faut commencer. Il faut commencer par se poser cette question. Et je vous invite à vous adresser directement soit au bureau dans le pays de l'OMS, soit au niveau bureau régional ou directement à nous pour que nous vous aidions à utiliser les ressources disponibles. Sur ce, nous devons maintenant terminer la séance de questions-réponses. Je remercie l'ensemble des intervenants ici ainsi que Dr Maria qui a présenté ce webinaire et nous vous remercions de votre attention. Je redonne la parole à la modératrice. Merci beaucoup, Wang Xin. Merci beaucoup à Dr. Maria et à Wang Xin d'avoir organisé cette séance très spéciale d'EpiWin. C'est donc une séance d'information pour les États membres. Merci à tous les intervenants. Merci à Sophie, Vanessa, Magdi, Yona. Vous voyez juste aux emojis et aux commentaires que nous recevons que cela a été très apprécié. Je remercie aussi tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses de ce webinaire. Michael et Armoreux, Yoyi, Josine, toute l'équipe pour la réunion virtuelle, le soutien informatique et tous les interprètes. Les interprètes vous remercient en retour, Madame la modératrice. Il y a beaucoup de coordination nécessaire à la mise en place de ces séminaires et de ces webinaires. Nous avons eu plus de 1200 personnes en ligne aujourd'hui à un moment donné du webinaire. Donc nous sommes vraiment très, très heureux de constater cet intérêt pour le webinaire. Ceux qui ont l'habitude, vous savez que nous avons une dernière demande à vous faire, à savoir que quel est le message que vous retiendrez du webinaire d'aujourd'hui? C'est une question que nous posons, que nous vous posons à la fin de chaque webinaire pour savoir ce qui est important pour vous. Très rapidement, je sais que nous avons dépassé le temps qui nous était imparti, mais nous aimerions vraiment vous entendre. Alors dites-nous. Euh, je vois donc l'appui en matière d'orientation. Donc c'est toujours sur slido.com dièse 3008 321. Perspective mondiale, soutien en matière d'orientation, surveillance forte, coopération.
Il y a plus de 600 personnes en ligne. Donc, je vois que... Alors, je vois, vous avez répondu à ma curiosité. Vaccin. Les deux plus importants, l'enseignement plus important, c'est le soutien en matière d'orientation et la perspective mondiale. Et j'ai l'impression, et ainsi que la coopération qui ressort clairement. J'attends encore quelques réponses. Ce serait bien qu'au moins une centaine de personnes répondent. Je sais qu'on est en retard, mais ce serait. Nous avons envie de vous entendre et de savoir ce que vous en pensez. Vaccin, recommandations, planification en cours, euh, réseau MCM, mise à jour. Très bien, merci beaucoup. Merci. Nous espérons vous revoir le 15 avril pour le prochain webinaire EpiWin. Le lien est dans le chat. Donc ce sera le prochain webinaire. Le 15 avril, nous parlerons du choléra dans les contextes humanitaires, dans le cadre de la série sur le choléra. Et nous vous ferons part d'enseignements opérationnels et de stratégies pratiques. Le 29 et 30 avril, il y aura également des séminaires dans le cadre de l'opérationnalisation d'une seule santé dans le cadre de la série sur l'accord sur les pandémies et le festival Une seule santé. Tout cela, toutes ces informations sont sur notre site et nous nous réjouissons de vous retrouver à ces webinaires. Encore une fois, merci à tous nos intervenants, particulièrement Maria et Wenjing. Merci, au revoir.